Bonjour à tous et bienvenue sur le Sprint, le podcast des comptes F1 Team FR. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le 3e épisode des Bruits du Paddock, l'émission qui livre les dernières informations et les dernières rumeurs sur le monde de la Formule 1. Le règlement de 2022 vient tout juste d'être mis en application que les équipes de la FIA planchent déjà sur le nouveau règlement qui entrera en vigueur en 2026. Des grands objectifs ont déjà été déterminés par la Formula One Commission et nous allons débattre de ces objectifs pour vous présenter notre point de vue sur les prémices de ce nouveau règlement. Nous parlerons également de l'arrivée du groupe Volkswagen en Formule 1 avec l'alliance Red Bull-Porsche et nous éplucherons les rumeurs autour d'Audi. McLaren, Williams, Sauber ou Aston Martin, sur qui va se jeter le dévolu de la marque allemande. Ce fut un échange passionnant autour de ces thématiques d'avenir pour notre sport et j'espère qu'il vous plaira. Alors très bonne écoute à tous. Sans plus tarder, on va peut-être commencer par le premier sujet et donc pour ça je vais faire un rapide rappel de ce qu'on a eu comme information. Donc on a eu des informations qui nous sont tombées pendant, je crois que c'est semaine dernière, sur un peu les grandes lignes qu'allait être le règlement 2026 de Formule 1. Donc comme vous le savez, 2022 c'est un nouveau règlement qu'on a eu et ce règlement-là va s'appliquer jusque 2026, jusqu'à plutôt la fin de saison 2025. Et en 2026, on aura un nouveau règlement et dedans donc on a plusieurs objectifs qui ont été signifiés. Alors pour l'instant, c'est juste des objectifs, il y a rien de très concret. Mais c'est quand même intéressant et on va en débattre durant tout ce space pour revenir un peu dessus. Donc je vous les cite. Donc les objectifs sont réduction significative de la traînée pour améliorer la durabilité et l'efficacité et compléter les caractéristiques de l'unité de puissance. Maintenir et améliorer les leçons tirées des récentes courses rapprochées et de la capacité des voitures à se suivre. Réduire la dimension de la voiture, réduire ou contenir la masse de la voiture. Il y a un penchant sur la durabilité aussi, donc poursuivre la voie de la standardisation ou de la simplification des composants. Donc l'idée c'est de choisir stratégiquement certains composants qui en fait n'apportent pas vraiment de performance, donc pour permettre de réduire les coûts. Sur ce volet-là également, il y a une volonté d'utiliser un peu plus de matériaux ou de technologies durables pour mettre l'accent sur le côté carbone neutral dont on nous parle beaucoup en ce moment. Et enfin, la dernière chose, c'est poursuite de l'innovation en matière de sécurité automobile en s'orientant vers des systèmes de sécurité actifs et connectés. Il y a également d'autres éléments dont on va parler, mais qui ne sont pas liés au règlement 2026, mais qui sont plus liés à 2023. Donc notamment le fait que les courses sprint vont être portées il y aura 6 courses sprint plutôt pendant l'année 2023. À partir de 2023 aussi, les caméras dans les casques seront obligatoires. Et enfin, il y aura un test d'un nouveau système de qualification avec la volonté de réduire le nombre de pneus alloués et de faire passer la gomme medium, la gomme hard, medium et soft pendant toutes les qualifications. C'était un peu long, j'ai fait le tour, mais maintenant on va pouvoir commencer la partie vraiment intéressante, c'est le débat. Et j'aimerais savoir faire un tour de table en fait de chacun d'entre vous, savoir ce que vous en avez pensé de ce règlement quand vous l'avez vu, en tout cas les grandes lignes. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Qui veut prendre la parole? Peut-être on peut donner la parole au dernier du classement, Williams. Je peux passer mon tour de secondes. C'est pas grave. Oh, il a bugué. Lucas, je t'en prie, prends la parole. Ah yes, allez. Là, écoute, franchement, là, j'ai un peu l'impression, tu vois, c'est des grosses idées. Après, il y a les idées et ce qu'il y a de concret, tu vois. Par exemple, là, je pense à un point que tu as cité, ou pour les voitures qui se suivent encore mieux. Là, tu vois, moi, ok, c'est bien que ça se suive, mais moi, je veux voir des vraies améliorations en termes de déplacement, tu vois. Avec tout ce qu'on va faire, par exemple, avec le DRS, est-ce qu'on va continuer avec le DRS ou pas? Enfin, ça, c'est vraiment le point qui m'intrigue le plus. Après, niveau des moteurs, ça, je pense que voilà, c'est un peu encore tôt, il est un peu tôt. Il faudrait voir peut-être dans 1 ou 2 ans, qu'est-ce que ça va être par rapport à ça, comment ils vont faire évoluer. On a parlé aussi de neutralité carbone, je pense. La F1 elle s'est fixé un objectif par rapport à ça. Il faut voir comment elle va intégrer tout ça sans perdre l'essence même de la Formule 1. Mais ouais, là, pour moi, dans la tête, c'est un peu encore flou parce que je me dis que c'est loin. 2026, c'est encore loin.
il y a des idées qui sont bonnes, d'autres un peu, je suis un peu dans le flou. En fait, je suis un peu dans le flou, tu vois. J'attends vraiment qu'il y ait vraiment du concret, vraiment sur la piste. J'espère qu'on va se bouger, quoi. Parce que voilà, les trucs où ça suit, ok, c'est bien, ça, on va suivre, on va plus se dépasser. Pour le moment, je suis désolé, mais en 2022 aussi, on s'est un peu fixé que ça, et je vois pas énormément de choses qui s'améliorent. Donc, Oh, non, t'es dur quand ça, même. ouais, je suis dur, Je franchement, je trouve suis que ça dur. suit beaucoup mieux. Un Ça, circuit comme attends, Imola, franchement, ça suit le attendez, circuit. en fait, il faut dissocier la chose. Il y a se suivre et se dépasser, tu vois. Moi, je trouve, ok, ça suit, mais en termes de dépassement, il n'y a pas encore où ça dépasse à chaque corner, ou à chaque ligne droite, tu vois. Moi, je trouve que voilà, il manque encore. Après, bien sûr, on va arriver sur des circuits peut-être où il y aura plus d'opportunités, hein. Ça, je dis pas, hein. Déjà, Miami, on va voir, tu vois. Miami, pour moi, ça va être un bon test parce qu'il y a des lignes droites, ça va vite, il y a des virages rapides. Là, ça va être un bon test. Mais pour le moment, je vous avoue, moi, c'est subjectif, mais je suis un petit peu déçu, honnêtement. Ok, très bien. Euh, Red Bull, Après, vas-y. enfin, je peux juste réagir sur ça. Après, la Bien question, c'est sûr. surtout, ouais, t'inquiète. La question, c'est surtout qu'est-ce que les fans et qu'est-ce que les équipes veulent de ce règlement, tu vois, parce que pour moi, là, comme tu as dit, la priorité, c'est vraiment supprimer le DRS. Parce que vraiment, je trouve que les gens disent que c'est pas artificiel et tout, mais moi, voilà, c'est quand même super artificiel. Pourquoi la seconde? Pourquoi pas une seconde 2, enfin, par rapport à la détection. Donc, je pense que faut vraiment tout faire pour essayer de supprimer ce DRS. Parce qu'on a bien vu, même sur les 4 premières courses de 2022, sans DRS, il y a aucun dépassement, tu vois. Enfin, c'est ça, et Alors, ça reste quand même un problème. alors justement, sur ce point du DRS, c'est un point qui est intéressant que tu mentionnes. Les rumeurs qu'on a eues sur ces dernières semaines pointaient du doigt vers le fait que potentiellement on va se débarrasser du DRS au fur et à mesure. Et vraiment, là, quand on a eu les caractéristiques du règlement, la rumeur qui est venue, c'est on n'aura plus de DRS en 2026. Le point où je vais m'interroger, c'est que du coup, on veut supprimer ce DRS, mais le premier objectif du règlement, c'est réduction significative de la traînée pour améliorer la durabilité et l'efficacité. Donc en fait, si on dit ça, ça veut dire qu'on va réduire également les perturbations aérodynamiques et en fait, on va réduire de manière générale le CX. Donc le CX, c'est le coefficient de traînée d'une monoplace. Et en fait, on va encore plus limiter le phénomène d'aspiration. Donc, on aura encore plus besoin du DRS. Enfin, pour moi, ça me paraît quelque chose qui est impossible aujourd'hui de s'en débarrasser. Si vraiment ton objectif, c'est de limiter ce phénomène-là, bah, tu vas être obligé. Moi, je suis pour le DRS. Il nous sauve du martionnage. Donc, laissez-moi ce DRS, d'accord? Donc, on n'a pas réglé le martionnage, je vais laisser le DRS. Retirez alors le DRS. Alors, du coup. laissez le DRS, nous, nous aide, d'accord? Laissez-nous travailler sur le martionnage, et une fois que ce sera réglé, on l'enlèverait. Parce que Moi, je certains dis que travaillent sur le même. martionnage sur leur voiture, pendant que certains martouinent à Bruxelles, d'accord? Nous, on travaille sur notre voiture, sur notre martionnage, d'accord? Donc, laissez-nous ce foutu DRS. Merci. C'est tout pour moi. Non, mais après, c'est ça, mais on peut pas durablement avoir tout le temps que du DRS, que du DRS. Ok, j'ai bien aimé Jeddah et la bataille d'activation entre Max et Charles, mais on peut pas avoir ça à toutes les courses, tu vois. Genre, même à Bahreïn, t'as Max, il était à 9 dixièmes de Charles sur la ligne droite des stands, là, et à 9 dixièmes avec le DRS, il a fait le freinage, tu vois. Ça, je Mais en trouve fait, pas ça. le Et DRS, ça dépend des circuits. Il y a des fois, il est surcheaté, et il y a des fois, il sert à rien. Il n'y a pas de juste milieu avec lui, en fait. ça aussi, Donc, ça, un c'est... premier DRS. Bah, par exemple, prends Imola. Regardez la partie de la course où il n'y a pas de DRS. Frère, c'était d'un ennui, mais pas possible. Tout le monde, c'était le train du dimanche. C'est pas possible. Puis dès que tu as activé le DRS, bah là, tu vois, ça commence à dépasser et tout. En fait, ça dépend. Moi, j'étais pour le fait qu'on enlève le DRS. Parce que moi, j'aime pas ce côté artificiel et tout. Moi, je veux voir des vrais dépassements avec des freinages tardifs et tout. Mais d'un côté, quand j'ai vu une piste comme Imola où tu supprimes le DRS, mais tu vois qu'il n'y a aucune voiture qui se dépasse, tu te dis merde quoi. En fait, bah non, on n'est pas prêt. On n'est absolument pas prêt. On est obligé de l'avoir le DRS parce que ça sait pas se dépasser en fait sans ça. Mais est-ce que la pluie, elle a pas faussé les dépassements? Bah, Parce qu'il y avait un qu'un Bah seul oui, peu. trage, en fait, Un aussi. peu, ouais. Il y avait bah c'est qu'une seule artificiel trage quoi. et. Il y avait qu'une Ouais. seule trage et par exemple, tu vois, Leclerc, il y avait une analyse qui avait été faite sur la capacité de Leclerc à pouvoir dépasser Pérez. Potentiellement qu'en fait il aurait pu le dépasser avec le DRS, mais qu'en fait il était impossible pour lui de se rapprocher tant que ça parce que il pouvait pas mettre, il pouvait pas se décaler et à cause du marsouinage.
Là, les voitures étaient trop instables en fait avec le marsouinage et que c'était impossible à dépasser. Donc, en Juste, soi, ouais, juste si je peux réagir vite fait sur ce que vous dites, si je peux déjà. vas-y. Euh, Moi, j'entends tout le temps parler du ouais, DRS est surcheaté et tout. Maintenant, tu vois, j'ai des souvenirs de 2010-2011. Je crois que le DRS, il est ajouté en 2011 ou 2012, je sais plus, bref. Et moi, j'ai des souvenirs, tu vois, genre Abu Dhabi 2010, où Alonso, il perd le titre. Bah, Alonso, il reste bloqué. Salut Ferrari au passage. Euh, il reste bloqué 40 tours derrière Petrov, tu vois. Et maintenant, aujourd'hui, tu vois, on a des expectations, tu vois. On se dit, bah, s'il n'y a pas de dépassement au bout de 10, 11 tours, on se fait chier, tu vois. Et Ouais. je pense que les gens, ils ont perdu l'habitude de voir une voiture genre bloquer toute la course. Bah, d'ailleurs, on l'a vu avec Imola, genre bloquer toute la course derrière une voiture parce qu'il peut juste pas dépasser parce qu'il n'a pas la vitesse. Et aujourd'hui, moi, je pense qu'il y a un engouement de nouveaux fans avec la série Drive to Survive, tu vois. Et je me dis, est-ce que ces gens-là, je vous le pose comme question, est-ce que ces gens-là, ils sont prêts à se dire que bah il y a leur pilote préféré, il va rester bloqué genre pendant la moitié de la course, tu vois, parce que bah il y a plus le DRS et finalement le DRS ça nous a quand même offert beaucoup de spectacles. Et ça faut pas l'oublier. Si on l'enlève, je pense qu'il y aura facile l'année suivante 2 fois moins de dépassants. Donc Bah, c'est vrai que ce que tu dis est intéressant. Il y a des gens qui vont du coup plus valoriser des dépassements qui se font 300 mètres avant la zone de freinage, mais que ce sont des dépassements quand même et qui ont été réalisés avec le DRS. Et des gens qui en fait qui vont valoriser le côté bataille, le côté prise de risque et le côté même s'il reste derrière, mais en fait ouais, c'est ça. il sera battu pour rester derrière. Et bah t'as peut-être raison, les fans de la nouvelle heure, peut-être nous aussi par habitude, on a du mal à accepter de voir des courses comme Imola où en fait c'est train et il se passe rien. Par exemple, le DRS, il est rentré dans la tête de tout le monde. Du coup, on attend forcément le DRS pour dépasser. On a moins tendance à se dire, le pilote va construire son dépassement, il va passer plusieurs tours à construire, chercher une zone d'attaque. On se dit, il va attendre le DRS, il va prendre le DRS, et puis à faire classer, on passe au suivant, quoi, si j'ai envie de dire. On a perdu un peu le côté dépassement construit et dépassement qui a été construit sur plusieurs tours avant de tenter quelque chose. Là, maintenant, on attend la zone de DRS, la détection, et basta. Comme la bataille Leclerc-Verstappen qu'il y a eu à Ouais, Jeddah. ouais, c'est ça. Chacun a freiné pour avoir la zone de détection. À l'époque, l'un ou l'autre aurait plongé à l'intérieur. Et on a perdu le côté on va tenter un dépassement, mais on va le construire avant tout, tu vois. Ouais, bah c'est un peu ça. Oui, oui, enfin, c'est exactement ce que je retiens moi de ce DRS et de ça. Mais du coup, pour revenir un peu sur le sujet central du débat, c'est sur le règlement. Est-ce que Williams, t'as eu le temps de revenir un peu, de prendre ton tour de plus et d'avoir un truc à dire sur ce règlement? Attends, juste clarification. On est d'accord que le règlement, il parle aussi des moteurs. Oui, Ouais, il parle on aussi en des parlera après moteurs. si tu veux. C'est ça. Et on est d'accord que le but comment dire? Le but du règlement, c'est de ramener des nouveaux motoristes en F1, voire des nouvelles écuries. Ouais. Tout à Parce fait. qu'ils ont enlevé le MGUH ou KH, je sais plus. Tout à fait. Alors sur le règlement moteur, Et ils veulent mettre du biocarburant aussi. ouais, le règlement moteur que j'ai sous les yeux, c'est donc un carburant 100% durable, réduction des coûts, arrivée d'un cost cap, permettre l'arrivée de nouveaux arrivants. Et par rapport au moteur 2022, ce qui change, c'est que, enfin, ce qui change ou ce qui change pas, il y a conservation du V6, donc il y a conservation du V6 1,6 litres, augmentation de la puissance électrique à 350 kW, donc c'est équivalent à 475 chevaux. L'élimination du MGU-H, qui est considéré comme trop complexe et trop coûteux. Et normalement, enfin moi j'ai vu des rumeurs, je sais pas ce que vous avez vu de votre côté, mais la volonté d'augmenter le régime moteur pour pouvoir avoir plus de son. Ah, je l'avais pas vu celle-là. Ah non, Le j'avais pas reste, vu ça, oui, mais en vrai, c'est pas mal. mais Parce que, Ouais. enfin, ouais, c'est pas mal. plus de son, mieux c'est. Ah ouais. Ouais, ouais, mais après, avec l'électrification, ça va être Ouais, faut de voir. plus en plus difficile d'avoir du son comme avant, tu vois. Oh, on n'aura jamais du son comme avant, mais en somme, moi, Non, non, non. par exemple, je suis beaucoup moins dérangé maintenant par le son que par le passé. Je trouve que le Ouais, mais son des c'est moteurs V6 est quand même pas On se si mal. souvient de ouais, mais 2014, hein. c'est parti s'améliorer. Moi, je revois les rétro F1 Canal 2014. Oh, le son, oh, Oh oui, non, mais c'est horrible. Je suis sûr, ça la me fait mal, Formule hein, E faisait vraiment. plus de bruit à l'époque.
Tu sais, en plus, Et ils il y avait font, pas. je sais pas si vous avez déjà vu le rétro F1 Canal 2014. Et Oui, genre, ils font une différence entre le départ de Melbourne 2013, où t'as les moteurs qui hurlent et tout, et le départ 2014, mais t'as l'impression que c'est une F4 le truc, oui, c'est c'est ça, il folie. y a rien. 2014, c'est la pire année. Ouais, C'est vraiment. vraiment la pire. Je sais C'est pas si vraiment Mercedes a fait le catastrophe. même avis que toi. Mais laisse tomber, C'est la pire année. Ne sois pas d'accord avec moi ou pas, c'est la pire année, mec. C'est terrible. totalement d'accord. Bien d'accord, c'est la pire année. Mais c'est pour ça que c'est intéressant qu'on parle déjà de nouveaux règlements parce que en 2022, on aurait pu craindre qu'on se retape une nouvelle année 2014 avec une équipe qui domine. On a de la chance, c'est pas le cas. On a une belle bataille entre Red Bull et Ferrari. Le pack est pas si loin derrière. Ça se bat même dans le pack. En 2014, c'était une catastrophe le règlement. Donc c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de parler maintenant de ce règlement 2026 parce que bah il y a des grandes lignes qui ont été tirées. On voit qu'il y a cette volonté d'aller encore plus loin dans certaines choses, notamment le fait de devoir avoir des courses rapprochées. Moi, il y a un point aussi qui m'a pas mal choqué, c'est la réduction de la masse et la réduction, réduction ou en tout cas non augmentation de la masse et réduction des dimensions de la voiture. Alors sur les dimensions, j'aimerais bien avoir votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que tout le monde va être d'accord en fait. Pourquoi je pose la question? Je pense que tout le monde va être en mode, mais c'est trop bien de réduire la dimension. Mais je suis quand même, je suis quand même curieux d'avoir votre avis sur cette histoire de dimension et de masse. Moi, Ils je veulent trouve que réduire. Ils veulent ouais, réduire la ouais, ouais. voiture. Ils Ok. veulent Ouais, réduire ouais. la taille, ouais. Mais le plus important, c'est réduire le poids, je trouve, parce que même c'était quand c'était pendant les essais à Barcelone, je voyais les voitures, tu sais, dans le secteur 3, elles avaient l'air lentes, mais vraiment, enfin, c'est pas beau à voir, tu vois. Et ça, c'est principalement à cause du poids et aussi des l'effet de sol aussi un peu quand même. Mais, voilà, donc c'est vraiment cette impression visuelle de les voir lentes, en fait, dans les virages lents, par rapport à 2021, c'est quasiment choquant, tu vois. Mais tu vois, c'est ça qui est contradictoire. C'est que si tu prends les monoplaces, on va dire 2007-2008, elles étaient beaucoup plus petites et elles étaient hyper impressionnantes visuellement, alors qu'elles sont plus lentes que celles actuellement. Je pense comme il y a une réduction de poids et même de taille, je pense que déjà même visuellement, on y serait gagnant. Ouais, moi je les rejoins totalement. Moi je trouve que c'est vraiment le poids en fait qu'il faut réduire. Parce qu'en soi, la taille, moi ça me dérange pas. Je pense 2007-2008, elles étaient quand même assez longues les voitures, tu vois. Tandis que si tu réduis le poids, t'auras moins l'impression que c'est un camion dans les virages. Parce que c'est vrai que dans les 2022, faut se l'avouer, parfois t'as l'impression que c'est un camion qui tourne. J'imagine même pas à Monaco qu'est-ce que ça va être. Mais, euh, mais donc ouais, moi je trouve, je suis totalement d'accord sur le fait que peut-être mieux se concentrer sur la réduction du poids que la taille peut-être. Bah Puis ouais, mais en en même plus, temps, tu vois, ouais. la taille, ça permet aussi de pouvoir dépasser Monaco. Mais est-ce que la taille n'impacterait pas sur les dépassements? Ouais, mais Bah si, ouais, mais la justement. taille, on va Oui. réduire genre la de moitié la voiture en Non, non, termes de non. taille Non, ou non, c'est mais quand vraiment. tu compares par exemple les F1 2022 avec Mhm. même les F1 2010, 11, 12, 13 ou les F1 Ouais, c'était 2007, 8, petite. 9, elles étaient beaucoup plus petites. Du coup, elles étaient, ouais, alors, elles étaient aussi plus légères, mais elles étaient plus agiles, plus nerveuses. Ça, c'est un peu lié à la masse, mais je veux dire, par exemple, à Monaco, tu pouvais potentiellement imaginer un dépassement au premier virage. Aujourd'hui, Mhm. avec les paquebots, je ne sais pas qui va se risquer à un dépassement au premier virage. Je crois, À moins que le DRS Max soit un Verstappen. miracle, mais c'est impossible. Bah déjà que genre l'année dernière, déjà qu'en Verstappen, 2022 Leclerc. Vas-y, Undercut, vas-y. ouais non vous m'entendez ou pas parce que Ouais, ouais, j'ai des petits problèmes. OK, pardon, excusez-moi. t'inquiète. Mais déjà qu'en 2021, il y a eu zéro dépassement après le premier tour, à part le 1. dive bomb de Schumacher sur Mazepin Ouais. ou Mazepin sur Schumacher, je me souviens plus. Je suis d'accord avec vous, je sais pas comment ça va être en 2022 la course à Monaco. S'il y a un dépassement, franchement, je pense, franchement, il devrait y avoir une cote à 10 pour estimer un dépassement dans la course. Ce serait bien. Ah oui. Ah oui, mais 10, t'es gentil même. Williams, vas-y, tu voulais prendre la parole? Non, 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 mais c'était pour rajouter un truc, mais ça a été dit. Ah ok, d'accord, très bien. Mais déjà, même en termes je finis juste sur ça, même en termes de dépassement, enfin, genre, l'impression visuelle qu'on va avoir à Monaco, mais j'ai vraiment super peur, hein. Enfin, Ah oui, oui, moi aussi. j'ai Ça va l'impression être une purge, ça va être une mais j'ai véritable l'impression purge. on va avoir 20 bateaux tournés enfin, et franchement, je suis vraiment, enfin, j'ai vraiment pas envie de voir les voitures à Monaco, tu vois. Le Et Grand ça Prix se sera voit, le c'est samedi, quoi. principalement à cause du poids. Elles ont Mais pris, je sais pas combien de kilos elles ont pris par rapport à l'année dernière, je crois 40, un truc comme ça. ouais, c'est ça, Ouais. 40. Ben, Ouais, ouais. c'est de la folie. De toute façon, il y aura pas 20 bateaux, mais 19 parce qu'il y a Charles Leclerc sur la grille.
Oh putain, Oh, je c'est sais vraiment pas. le pire. Je l'ai pas dit. Direct, Je le les peux dire, balles mais je comme l'ai pas ça, dit. nous on est chill et tout, et il envoie une balle comme ça. Alors que t'as Latifi avec toi, mais vraiment, t'oses l'ouvrir, mais t'es le pire. Ah bah voilà, Attends. 18. Ouais, voilà, on t'endra à 18. Comme ça, tout le monde sera content. Ouais, c'est En ça. attendant, Red Bull, il est bien content qu'il soit encore là, Latifi. Hein. L'année prochaine, il sera plus là pour t'aider, mec. L'année de prochaine, Joker l'année prochaine. même peut-être la mi-saison. Hein. On en parlera plus tard Ah, de la ça. mi-saison, ça m'étonne, hein, on n'est pas vous. Hein. C'est gratuit, ça. Oh, mais ça se clash ce T'es en train soir. de dire que vous Vous êtes une êtes chaud. écurie pas compétitive. Voilà, on Ça veut arrête. dire que moi, je lâche pas mes pilotes à mi-saison, quoi. Ça veut dire que t'es pas compétitif. Un peu, Aïe. ouais. Voilà, on arrête. Ça- Ça clash vraiment beaucoup trop fort, alors que de base, on parle d'un règlement, on est censé être d'accord sur ce règlement, mais même pas. Même là-dessus, on n'arrive pas à être d'accord. Mais je crois qu'on a un peu fait le tour sur cette histoire de règlement. Si vous n'avez pas d'autres choses à ajouter, Moi, j'ai peut-être un dernier truc que je peux rajouter. vas-y, bien sûr. Parce que sur la baisse du poids, on a parlé que ça pouvait faire plus de spectacles. Il y a autre chose aussi. Depuis 20 ans, j'avais vu une vidéo cet après-midi, je crois que c'est The Race, qui disait que les voitures ont pris 30% de poids de 2000 à aujourd'hui. Euh, et, euh, et une voiture plus légère, ça signifie quand même une voiture plus nerveuse, donc plus difficile à conduire. Donc potentiellement, on pourrait voir les bons pilotes les très bons pilotes, pardon, des bons pilotes qui pourraient plus se distancer. Et ça aussi, ça pourrait être intéressant, mine de rien. Ah oui, très clairement, très clairement. Non, non, mais il y a du beau dans ce règlement et je suis assez, enfin, admirablement étonné de la réactivité des personnes qui ont fait ce règlement, en tout cas chez la FIA. Je sais pas s'ils avaient déjà en tête ce règlement au moment où ils ont, en tout cas, ces grandes lignes de règlement au moment au moment, enfin, avant 2022. Mais peut-être que l'enseignement de 2022 de voir des voitures un peu lourdes, un peu grosses, un peu pas, enfin voilà, un peu des camions comme on l'a dit, bah ça les a peut-être poussés à réfléchir et à se dire bah voilà, en fait en 2022 on a fait ça, on a amélioré toute cette partie-là de pouvoir se suivre, etc., etc. Maintenant à nous d'améliorer d'autres choses. Et je crois qu'on l'avait dit dans un space. Je me demande si c'est pas lors du premier débrief de Bahreïn où on dit ouais les voitures sont super lourdes, ça va être chiant toute la saison. Et on s'était dit mais en fait les voitures vont avoir le temps de justement de pouvoir s'améliorer au fur et à mesure. Donc ouais, On, non, moi je suis content. on avait dit qu'elles avaient l'air lentes à la télé. Que genre plus lentes que l'année dernière. Que dans les virages, c'était vraiment incontrôlable, ça tournait pas. Un vrai Bah, camion, à quoi. Bahreïn. Ouais, à Bahreïn, dans les circuits, dans les voies, tous les virages lents, Ouais, c'était un peu l'enfer. juste l'épingle qui descend là, ça se voyait tellement qu'il avait du mal. Oui, 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 de ouf, de ouf. Bah écoutez, on a fini de parler de ce règlement. On va parler maintenant du deuxième volet de ce space qui est consacré en fait à l'annonce et aux rumeurs qui entourent le dossier Porsche Audi. Donc l'arrivée de Volkswagen en Formule 1 est confirmée. Ça nous a été confirmé par Reuters pendant la semaine, je crois que c'était hier. Maintenant, il y a des interrogations sur comment cette arrivée va se faire. A priori, si je ne me trompe pas, c'est Porsche qui va rentrer avec Red Bull. Et il y a toujours un débat de savoir qui va rentrer, où est-ce que va rentrer Audi. Je laisse d'abord Red Bull nous présenter un peu le projet Porsche. Je pense que tu es le mieux placé pour en parler. Et on reviendra un peu sur Audi pour savoir où est-ce qu'ils en sont. Porsche, du coup, avec l'équipe, de toute façon, c'était ce que l'équipe recherchait. Donc un partenaire moteur pour 2026 parce que bon, Red Bull Powertrain c'est bien, mais c'est mieux si on a une expertise en plus d'une marque comme Porsche. Donc du coup c'est Porsche qui viendrait s'allier avec Red Bull en 2026, donc pour faire le nouveau moteur, donc avec Red Bull Powertrain. Il y a encore quelques questions à régler, comme par exemple si Porsche rachète carrément RBPT. Il y avait aussi des rumeurs comme quoi Porsche voulait racheter 50% de Red Bull, donc ça c'est à voir, c'est vraiment des trucs qu'on a vu hier je crois, donc voilà. Mais sinon globalement c'est une super news pour la F1, pour Red Bull. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Porsche et je suis vraiment super heureux de cette annonce.
Ok, très bien. Bah écoute, merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est qu'on parle un peu de l'affaire Audi, de savoir où est-ce qu'ils vont se mettre, quelles sont les dernières rumeurs qu'on a, et puis après qu'on essaie un peu de parler de l'intégration de Volkswagen de manière globale, parce que moi j'ai quelque chose à redire sur cette intégration-là. Moi, j'ai une question Euh... sur Porsche avant. Ah bah vas-y, vas-y. Ça a été Ouh. quoi? Mais non, c'est Honda, et Honda est parti. Red Bull a voulu développer pour faire son propre moteur pour finalement prendre Porsche en 2026. Il est où l'intérêt budgétaire au final? Autant prendre un motoriste temporaire, non? C'est-à-dire. C'est ben, Honda s'est cassé, mais ils ont repris la propriété intellectuelle du moteur Honda, c'est ça? Ouais, mais même en fait, c'est carrément Honda qui est là sans être là, tu vois. D'accord, ok. Ouais. Genre, Ouais, ils font tout, ouais. je crois que j'ai lu ça, mais c'était Marco qui dit ça, je crois, que Red Bull n'avait même plus la propriété intellectuelle, c'était juste, il y avait un deal entre Honda et Red Bull, et en gros, c'est Honda qui s'occupe de la manufacture des moteurs et tout. Donc c'est Ah vraiment ouais, Honda qui d'accord. fait tout Ah, jusqu'en 2025, et du coup, après 2025, il y a un nouveau truc de moteur. Et voilà, c'est bien beau, RBPT, enfin, Red Bull Powertrain, pardon. C'est bien beau, mais c'est quand même mieux d'avoir Porsche avec toi, tu ah vois. oui, c'est sûr, c'est sûr. Non, j'avais pas compris ça dans ce Mais sens-là. Pour du ça, coup, non, pourquoi t'inquiète. Red Bull, tu sais peut-être mieux que moi, mais pourquoi est-ce que Honda s'est barré si jamais ils restent encore pleinement dans l'équipe Red Bull, ils sont encore actifs et tout? Mais ça, c'est un mystère en vrai. Mais j'avais vu que c'était quand l'annonce de Honda qui part, c'est octobre 2020, je crois, et que ça s'était joué vraiment pas grand-chose dans le conseil d'administration. Et que voilà, parce qu'en fait, la raison officielle, c'est oui, il y a l'électrification, donc on va mettre tous les meilleurs ingénieurs en gros qu'on a, donc en gros en F1, en R&D en F1, on va les Ouais. mettre en R&D électrification, tu vois. Donc en gros, le projet F1 ne compte plus. Et je dois avouer que je sais pas du tout pourquoi il y a eu un revirement de situation. Mais voilà, c'est franchement, je comprends pas. Je suis vraiment au Ouais, niveau de. mais surtout que d'un autre côté, ils sont Honda, ils sont en IndyCar, je crois, ils motorisent avec, alors je sais plus, c'est qui déjà les deux motoristes? C'est Honda et Chevrolet, ouais, c'est ça, Ouais, qui tout à fait. motorisent IndyCar, enfin la série IndyCar. Du coup, quand En j'ai vu fait, l'annonce, ouais, en fait, c'est complètement différent le Honda États-Unis et le Honda hors États-Unis en fait. En gros, le Honda États-Unis c'est un peu plus indépendant que le Honda qu'on a nous. Et du coup, le Honda États-Unis, ils ont dit bon ben nous on reste voilà. Parce que ça parle d'électrification, mais le moteur en IndyCar, il est même pas encore hybride, hein. Il va être hybride l'année prochaine, je pense. ouais, Donc voilà, c'est assez incompréhensible, je suis d'accord. ok, ok. Très bien. Bah, ce que je vous propose du coup, c'est qu'on parle de la news Audi, enfin de tout ce qui entoure Audi. Alors Audi, les trois équipes potentiellement qui ont le plus de chances de se faire avaler par Audi, ou en tout cas d'avoir un partenariat avec Audi, sont McLaren. La première, en tout cas c'est la grosse rumeur McLaren où Audi était prêt à offrir 500 millions d'euros a priori pour pouvoir participer, enfin, pour pouvoir rentrer dans le capital de McLaren et racheter l'écurie. A priori, ça ne va pas se faire. Alors du coup, il reste deux équipes. Il reste Williams. Non, pardon, il reste trois équipes. Il reste Williams, Aston Martin et Sauber. Donc pour parler un peu de Sauber, parce que j'ai vu un peu le dossier, en fait, Audi aimerait racheter la licence que vend Sauber à Alfa Romeo, parce que donc Sauber vend la licence, le naming de son équipe à Alfa Romeo, mais l'équipe de course c'est bien l'équipe de course Sauber. Donc en fait, l'équipe ne s'appellerait plus Alfa Romeo Sauber, mais Audi Sauber. Donc ça, c'est l'info que j'ai un peu sur cette équipe-là. Donc là, je vois qu'il y a Aston et Williams. Enfin, Aston est venu et Williams, tu es là, bien sûr. Si vous voulez prendre la parole et expliquer un peu ce que vous avez comme information concernant une potentielle rentrée de Audi dans vos écuries, allez-y. Williams, tu veux commencer ou Ouais, Aston, comme tu veux. ouais, perso, j'ai pas Vas-y, eu. vas-y, Alec. Ouais, vas-y. Moi, perso, j'ai pas eu tellement d'infos que ça. J'ai pas vraiment cherché. Il faut vraiment que je cherche dans la semaine. Mais de ce que j'ai pu voir, j'ai pas vraiment d'infos sur ce qui arriverait au dit. J'ai juste vu que on était dedans. Mais je crois qu'on est les derniers choisis, en fait. Parce que potentiellement, vous avez le plus de retard en termes d'infrastructure, etc., etc., tu penses? Ouais, je pense. Et même
Moi, ça me paraît très. En tout cas, si ça arrive, je suis sûr que le nom Williams disparaîtra pas, donc ça sera un truc du style Williams Audi. Parce que je sens que Doré. Et puis, en fait, je vois pas Doré Hilton qui investit dans Williams pendant 2 ans et vite revendre tout de suite. Alors, je pense que l'écurie, elle a encore de l'avenir avec Doré Hilton, en vrai. Ouais, j'ai l'impression que c'est plus un projet long terme côté Williams qu'un projet faut gagner tout de suite et il faut vendre tout de suite. Je pense pas que Doré Hilton soit intéressé par Audi. Ouais, moi non plus, j'ai pas l'impression. Bah, Alors nous, du coup, c'est ça nous pareil. laisse Hein. avec Aston. Nous, c'est pareil. Hein. En vrai, de vrai, je comprendrais pas. Enfin, je sais pas, je comprends pas trop le projet. Enfin, on est relativement nouveau et apparemment, enfin, selon les rumeurs, enfin, ce que j'ai vu récemment, c'est que apparemment, si jamais Audi nous rachetait, ça serait pour vraiment prendre, enfin, comment dire, prendre le dessus sur Aston Martin, c'est-à-dire que bah, ça serait plus Aston Martin ou Aston Martin Audi, ça serait Audi. Donc apparemment, mais ce qui est bizarre, c'est que, enfin, ça, c'est comment dire, c'est pas cohérent puisqu'on a encore toujours à chaque fois que j'en parle d'Aston Martin, c'est la nouvelle usine, c'est la nouvelle soufflerie, c'est tout ce qui arrive là en 2023 ou 2022, fin 2022 et c'est construit au nom d'Aston, c'est Lawrence Stroll qui a fait tout ça. Donc je ne vois pas quel est l'intérêt. Donc, je sais pas, mais le truc, c'est qu'il y a des discussions. Alors, est-ce que ça serait des discussions pour justement faire comment dire, un peu comme Red Bull Porsche et vraiment avoir Aston Martin Audi et non pas Audi, donc. Mais c'est pareil, je vois pas trop le comment dire l'intérêt. Enfin, en vrai, si jamais on a nos propres infrastructures, on va les avoir, etc., etc. Si jamais ça marche bien, le projet avec comment il s'appelle avec Cognizant, ça serait vraiment eux, ils sont dans tout ce qui est durable, etc. Je crois, l'énergie durable et tout. Enfin, l'énergie durable, vous avez capté. Mais donc, ça veut dire que si jamais nos infrastructures sont bonnes, je pense qu'on pourrait en voir en 2026, essayer de créer nous-mêmes nos moteurs, comme c'était la rumeur de début d'année. Donc, je vois pas en vrai, je comprends pas en fait, je comprends pas trop non plus. C'est pareil un peu, je comprends pas trop non plus. Mais je sais qu'il y a des discussions et que vraiment les discussions sont vraiment apparemment à un stade assez avancé. Genre, ça peut se faire quoi. C'est un stade où ça peut se faire, mais alors dans quelles circonstances, j'en sais rien. Voilà. Lucas, avant de te donner la parole, je sais que Undercut avait cherché un peu de ton côté des trucs sur Aston. Donc si tu veux en Bah, je veux parler. bien. Moi, Ouais, je veux bien savoir. ouais, ouais, vous m'entendez? Ouais, nickel. Ok, parfait. En fait, ce que j'ai cherché, c'était que, enfin, c'est pas vraiment que j'ai cherché, c'est surtout que là, quand j'ai vu que Audi était intéressé par Aston Martin, c'est là où je rejoins Aston Martin France, c'est que ça m'a surpris, tu vois. Autant Sauber, où il y avait des rumeurs avec Andretti l'année dernière et Williams, si je peux comprendre, parce que finalement, ça reste quand même une petite écurie. Mais Aston Martin, c'est quand même un projet qui est là depuis milieu 2018. Un projet qui a vu d'abord le jour sous Racing Point, puis Aston Martin. Il en parlait d'ailleurs, Aston Martin, de la nouvelle soufflerie. Donc ça voudrait dire quand même la fin de tout ça, la fin du projet Stroll. Donc peut-être potentiellement la fin de Lance Stroll en Formule 1, on sait Bah, pas. c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est pour ça que je comprends pas. Ouais, c'est ça. Et je vois pas, en fait, je vois pas aussi. Enfin, alors c'est possible, peut-être, j'en sais rien. La question que je me pose, c'est est-ce que si jamais Audi rachète, donc ça aboutit, Audi rachète le nom Aston, est-ce qu'ils peuvent aussi du coup tout racheter, c'est-à-dire tout racheter ce qu'a fait Lawrence Stroll, c'est ce qui pourrait être possible aussi, tu vois. Mais je Oui, comprends pas l'intérêt, quoi. Enfin, pour Lawrence Stroll, ouais. je comprends pas l'intérêt. Mais donc Ouais, voilà. parce que j'ai vu que surtout il veut la vendre et moi du coup ça m'inquiète pour vous parce que Ouais. je me dis que bah s'il veut la vendre maintenant alors qu'il y a tous ces projets qui sont là et qu'on est qu'au début de 2022 de la nouvelle révolution des voitures, ça me fait peur pour vous parce que peut-être que ça veut dire après là je m'avance mais peut-être que ça veut dire que finalement on sait peut-être chez Aston Martin on sait pas où est-ce qu'on va et moi ça me fait peur pour vous parce que moi Aston Martin j'étais hypé par le projet et tout et Ah bah moi aussi, mais le problème c'est que peur et en même temps, ouais, je sais pas, mais je sais pas enfin moi je sais pas si ça me fait peur parce que le truc c'est que, comme je dis, si jamais Audi vient et ça aboutit, je pense vraiment pas que en fait la nouvelle soufflerie, la nouvelle tout ça là, ça va être jeté à l'eau, etc. Parce que ça serait jeté littéralement 300 millions ouais d'euros par la fenêtre, enfin ça sert à rien. Du coup, ça veut dire que Audi rachèterait tout ça, je pense.
Et si jamais Audi rachète tout ça, ça veut dire que Audi, ils arrivent avec des grosses, les mêmes ambitions qu'Aston Martin, quoi. Donc en vrai, et puis que peut-être Audi, c'est pas autre chose, mais Audi, c'est un vrai groupe comment dire, de motoristes. Il y a quand même beaucoup plus de savoir-faire dans le milieu du sport auto que Lawrence Stroll, qui lui est un businessman, qui s'est dit, tiens, bon, bah, j'ai mon fils là-dedans déjà, je vais faire de l'argent avec ça et ça va marcher. Et bon, pour l'instant, ça marche pas trop, mais le truc, c'est qu'on est même pas, le projet, il a même pas encore commencé tant que l'usine n'est pas là. Donc, c'est pour ça, il y a plein d'incohérences en fait. Mais en vrai, peur, je sais pas. Je sais pas si peur, mais voilà. Bref, j'arrête de parler. Il y a plein de monde qui veut parler, donc voilà. Mais... Lucas, Mais vas-y, voilà. je t'avais empêché de parler tout à l'heure, vas-y. Attends, depuis quand Ouais. il fait le gars? Attends, depuis quand je fais le gars poli? T'as changé depuis hier quand même. Je fais. Depuis quand t'es poli? Mais moi, je suis poli, moi je suis quelqu'un de très poli. J'écoute, attentionné. Non, en gros, ce que je voulais dire, je voulais rebondir par rapport au dossier Audi Sauber. En fait, parce que c'est quand même un peu plus complexe que ça, parce que les dernières rumeurs au niveau d'Alfa Romeo, c'est qu'en fait, Alfa Romeo n'aime pas du tout l'intérêt d'Audi pour Sauber, et Alfa Romeo, en fait, voudrait, eux, acheter, en fait, Sauber. C'est eux qui voudraient, en fait, s'installer en tant qu'équipe même, avec leurs ingénieurs et tout, donc vraiment faire Alfa Romeo F1 Team, mais vraiment avec leur équipe. Et c'est pourquoi que ça coince un petit peu. Donc ça, c'est ce que j'ai lu par rapport aux médias italiens. Donc, et d'ailleurs, il y avait la présence Tavares, je pense que ça se dit comme ça, Tavares, un représentant de Stellantis à Imola. Ouais, c'est le PDG de Donc, Stellantis. ouais, voilà. Donc il était là ce week-end à Imola. Stellantis, qui est le grand groupe et qui possède Alfa Romeo, Peugeot, Voilà, c'est ça. Fiat. Ouais, avec John Elkann Ouais, d'ailleurs. Peugeot, c'est Chrysler. Ouais, Ouais, c'est ça. c'est ça. Donc en gros, il était là et il représentait en plus Alfa Romeo et F1 donc Sauber. Et donc c'est ça en fait qui coincerait, c'est qu'en fait Alfa Romeo ne veut pas qu'Audi se mêle de leurs affaires en fait. Et ils voudraient eux-mêmes acheter la licence de Sauber. Et Sauber en fait serait heureux de le vendre à Alfa Romeo parce que voilà, ils ont une bonne relation et tout. Donc c'est vraiment un peu plus complexe que ça quand même le dossier Alfa Romeo, Sauber et Audi en tout cas. Red Bull, vas-y. Merci Lucas d'avoir parlé d'Alfa Romeo. Moi, je veux juste revenir sur Aston. Après, je pense qu'il y a peut-être moyen que Monsieur Stroll se soit rendu compte que le monde de la F1 c'était pas trop pour lui. Et aussi il y a le fait que t'as Aston Martin, t'es Aston Martin, puis il y a Audi qui te donne 600 millions pour te racheter. Qu'est-ce que tu fais, tu vois, malgré tous les investissements? Moi en tout cas, ça me ferait réfléchir parce que c'est assez conséquent ce que propose Audi. Donc voilà, c'était juste Bah, histoire de rajouter ça. Bah, je suis d'accord, mais alors je sais pas où est-ce que t'as vu, mais j'ai dit vraiment, moi j'ai peu d'informations là-dessus, mais je sais pas où est-ce Après que moi, t'as vu. Vas-y, dis-moi. je pense anticiper ta question. Où est-ce que j'ai vu? Mais en fait, je parle juste Ah de oui. l'offre de Audi pour McLaren. Ah Donc, d'accord, ok. je me Ouais, dis, ouais, si on offre ça pour McLaren, ouais. mais oui, je suis d'accord, j'ai pas vraiment de. Ah oui, oui, ok. Ok, Mais ok, c'est pas de juste souci. voilà, un truc de ce genre-là, tu vois. Mais t'as Parce, raison. T'as parce que raison. t'as une écurie de F1 comme Golf, faudrait être complètement fou pour la vendre maintenant au vu Mais, du budget de cap et tout, du fait que les équipes vont devenir de plus en plus rentables. mais c'est clair, mais le truc, c'est que, en fait, enfin, ce qui me pose problème, moi, c'est le timing, en fait, de Lawrence Stroll. Enfin, je te dis encore, on serait vraiment à l'aube de 2026. Tu vois que bah, notre meilleur résultat, ça aurait été, je sais pas, on va dire, on va se projeter dans le futur, on est vraiment à l'aube de 2026. Genre, je sais pas, en milieu de saison 2025. Et que depuis 2022 jusqu'en 2025, on n'a jamais fait mieux que, je sais pas, la 6e place au constructeur ou à la 5e. Tu vois, c'est vraiment bof, tu vois, c'est poussif et qu'on est à l'aube de 2026 et que là, ils se disent, bon, bah au final, c'est pas pour moi, vas-y, on va donner ça à Audi, ok. Mais là, on est en 2022, vraiment, l'usine, elle est même pas encore sortie de terre, on n'a rien fait. On a la nouvelle équipe qu'on a recrutée, les Dan Fallows, le mec de Mercedes qu'on a recruté, le chef, là, le français, le chef de l'aérodynamisme qu'on a recruté, qui va arriver, pareil, en 2023 et tout. Enfin, il y a tellement de choses encore qui doivent se mettre en place, il peut pas se dire, ah ouais, en fait, non, mince, j'ai tout niqué, et puis bah ça va pas marcher, tu vois. Enfin, c'est pas possible, tu vois. C'est pas possible, sachant qu'en plus, j'avais lu que vraiment Stroll, c'est quelqu'un qui a toujours réussi, peu importe où il a. Bah, si, tu deviens pas milliardaire comme ça hein, en même temps, donc voilà, mais il a vraiment réussi partout. Ça veut dire que
ça m'étonnerait qu'il abandonne aussi vite, quoi. Pour quelqu'un qui a une mentalité de winner, et voilà, ça m'étonnerait vraiment qu'il abandonne aussi vite. Du coup, je comprends pas. Vraiment, c'est le timing aussi des discussions voilà, Après, qui me juste pose problème. je reviens juste par rapport au timing. En fait, le problème, c'est pas Aston qui dirige le timing, tu vois, c'est plutôt Ouais, c'est Audi. clair. Parce que Audi voilà, on est en 2022, ils cherchent à rentrer en 2026, donc faut à peu près savoir si tu rentres, hein, Ouais, je sais pas, 3-4 ans avant, tu vois, ouais, c'est donc, clair. le problème, c'est pas Aston. Moi, en vrai, je te comprends complètement, parce que tu construis une nouvelle soufflerie et tout, plein de nouvelles infrastructures, et là, t'as Audi qui veut te racheter, enfin, voilà, je suis d'accord avec toi sur le timing, mais le problème, Ouais. Bah, c'est eux qui décident. Audi, ils ont pas le temps, tu vois. Ouais, c'est exactement ça, je suis d'accord. On a fait monter Dylan Euh, sur le. Pardon, juste Undercut, je te coupe juste 5 secondes parce Ok, qu'il y a Dylan vas-y, qui vient vas-y. de monter sur le space. Je voulais l'accueillir. Bienvenue Dylan. Beaucoup. Est-ce que tu avais un mot à dire un peu sur cette histoire d'Audi ou même de Porsche, si tu voulais rebondir un peu dessus? Ouais, je voulais parler parce que il y avait eu déjà une histoire lors de la crise du Covid où McLaren, on a su que leurs finances n'étaient pas très. Ils étaient pas du tout au top. Et c'est là où on avait commencé à avoir des rumeurs concernant le potentiel rachat de McLaren, etc. Ça avait beaucoup parlé. Et quand on voit l'offre, je crois que c'est Audi qui a fait une offre de 500 ou 600 millions pour acheter. J'ai quand même trouvé ça assez curieux du refus de McLaren dans ce sens, en sachant qu'il y a à peine un an, ils étaient au bout du gouffre financièrement, donc ça m'avait fortement étonné. Après, c'est sûr qu'avec les nouvelles réglementations, etc., avec les budgets capés, ça va être beaucoup plus intéressant pour toutes les écuries, entre guillemets, qui n'ont pas beaucoup de moyens, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup. Enfin, moi, pour moi, il y a trois écuries qui sont vraiment bien installées. Il y a Mercedes, Red Bull et Ferrari. Je pense que c'est les trois qui sont indétrônables aujourd'hui. Tout le reste, ça peut changer. On parle quand même d'une réglementation en 2026. Il peut se passer encore tellement de choses en 4 ans. Donc la question, c'est est-ce que Audi va pas faire du forcing auprès de McLaren? Est-ce qu'au final, McLaren va pas céder? C'est vraiment la question que je me pose aujourd'hui parce que 600 ou 500 millions, on va pas se mentir, c'est une somme et on réfléchit avant de donner une réponse. Mais alors, je crois que concernant McLaren, le point un peu bloquant, c'est que est-ce que Audi rachète McLaren en tant qu'équipe de Formule 1, donc il rachète juste en fait le ticket de participation à la Formule 1, ou est-ce qu'il rachète tout McLaren Automotive? Et ça pose question pour McLaren parce que on va pas se mentir, c'est la Formule 1 est leur canal de communication préféré. Ils ont beaucoup de partenaires, oui, mais pour vendre des voitures des GT, en fait, ils sont obligés d'avoir, je pense, l'équipe de Formule 1. Et ça doit coincer et McLaren doit vouloir peut-être vendre tout le bébé avec et se faire participer en fait au gros groupe Volkswagen, tout simplement. Enfin, moi, c'est un peu cette impression-là que j'ai. Undercut, je voulais prendre la parole. Ouais, Vas-y. c'était juste pour dire que j'ai eu, attention, suspense, une source de mon cher compère d'Actu F2 qui me fait savoir qui a plus cherché que moi et qui a vu que l'offre, elle venait non pas de Audi pour Aston Martin, mais bien de Aston Martin. Donc, du coup, c'est vraiment Stroll qui chercherait vraiment à vendre Aston Martin. Ah, Euh, Ah, et donc, il y a c'est... Aston qui était parti et vient de revenir. Il est marqué connexion. Putain. Il est revenu. Ah, on était en train de Il a dit revenir. bougez pas, je vais défendre mon stock. Ah, il est là, il est là. Ah oui, ça c'est une grosse info Pardon, quand mais même. du coup, je suis désolé. Du coup, j'ai quitté mais pile poil au mauvais moment parce qu'en fait, j'ai changé de compte et du coup, putain, ça m'énerve parce que ça quitte. Je suis désolé. Pardon. Redis, si tu peux redire. Vas-y. Ouais, t'inquiète. Bah, du coup, je disais que j'ai une source de mon compère d'Actu F2 qui a plus cherché que moi et qui me disait que c'est même pas Audi qui cherche à faire une offre pour Aston Martin, c'est Aston Martin qui cherche vraiment à vendre et qui utilise l'arrivée prochaine de Audi pour carrément se débarrasser de l'équipe. Alors après, ça c'est fou. Mais alors, le truc, c'est que aussi, faut aussi, enfin, pas différencier, mais Stroll, il est propriétaire, je savais pas, mais il me semble hein, que Stroll, il est propriétaire vraiment de la marque Aston Martin. Hein. Il n'est pas propriétaire que de l'écurie F1, il est vraiment propriétaire de tout Aston. Ah oui. Donc c'est vraiment Oui, le mec qui racheté possède Aston Martin maintenant. Ah ouais. il a racheté la plus grosse quantité des parts il y a 2 Ouais, ans. voilà, Je exactement. crois qu'il a repris 80% de la Donc marque. ça veut dire qu'il a aussi, lui, les parts des voitures de route. Et il y a une histoire.
Ah ouais, Il y a, c'est bon. il y a une histoire de part de marché où Aston Martin a perdu en bourse, etc. Enfin bref, c'est vraiment complexe, mais d'accord, ok, ouais. Donc c'est vraiment nous, on veut vraiment. Ok, putain, c'est. Ouais, c'est intéressant, hein. C'est intéressant, faut voir. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais en vrai, je sais pas si je pourrais parler de peur, moi, hein, vraiment, hein. C'est toi qui avais dit, bah, j'ai un peu peur pour vous. Je sais pas si on pourrait parler de peur, parce que, bah, ouais, enfin, si on se fait racheter par Audi, c'est pas rien, c'est groupe Volkswagen, c'est quand même du savoir-faire, enfin, voilà, donc, je sais pas. Dylan, tu voulais reprendre la parole, vas-y. Ouais, je voulais dire, dans le cas où, par exemple, Audi rachèterait Aston Martin, par exemple, la question c'est est-ce que vous pensez que Lance Stroll resterait en F1? Parce que j'ai vu un article qui indiquait que Audi ou Porsche voulaient obligatoirement des pilotes allemands Oui. dans leurs écuries. Donc, est-ce qu'on verrait pas la fin peut-être de Lance Stroll? Parce que c'est pas un pilote forcément apprécié en F1 et c'est pas non plus un des pilotes les plus talentueux. Ah ouais, mais si on se fait racheter, c'est clair et net que Stroll, il s'en va, hein. Enfin, moi, Ah oui. bah Ah oui. ouais, on est d'accord, hein. Ah, il prend Et encore même, Il va il se prend le prendre premier une avion. Mazepin sévère. Hein. Bah, et encore c'est- même, je dirais que si Stroll était un minimum, enfin, plus compétitif qu'il ne l'est maintenant, il aurait déjà viré à son fils. Mais ça, après, c'est une histoire de famille, c'est Oui, compliqué. Mais Ouais. s'il oui, veut oui. vraiment être Ouais, je suis compétitif, d'accord. Je suis d'accord. Ouais, mais voilà. alors après, c'est pareil, hein. Faut aussi. Voilà, on manque d'attractivité, hein. Tu prends qui à la place de Stroll actuellement? Hülkenberg, non. Enfin, oui, mais. Ouais, bof. C'est Bah, pas. tu Ouais. prends des jeunes pilotes de Mercedes, genre De Vries ou je sais Ouais. pas. Hein. Tu Ouais, prends un petit Van Dorn. ouais, mais c'est pareil. Vous pensez que Je prends Van c'est. Dorn. Ouais, je sais pas. Ouais, non, je sais pas. Sauver Van Dorn de la Formule 1, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est Bah, pas faux. Oui, sauver De Vries. ramenez-nous notre C'est pas Van faux. Dorn national. Non, mais Ou bien, arrête. Colton Herta, tu vois. Enfin, une petite Attends, line-up répète Vettel, comment Herta. tu l'as appelé? Van Dorn, Van Doorn. c'est un talent incompris. Il n'est pas compris comme talent. Il n'est Ouais, pas compris. Après, ou bien, il je sait trouve bien ça se faire intéressant, bouffer. juste, je peux juste dire, sur le fait que Porsche et Audi veulent des pilotes allemands dans leur team en 2026. Franchement, à part Mick, Ah ouais, ça, c'est chaud. c'est chaud, hein. Ah ouais, Mick Donc, Ah, Vettel. franchement, je sais pas. c'est étrange quand même que les. Enfin, quand tu regardes un peu la F2 et la F3, il y a très peu de pilotes allemands. En tout cas, très peu de pilotes allemands doués. Je sais même pas Non, s'il y a un non, pilote mais allemand sur la je grille vois pas en F2. de mémoire, il y en a pas, hein. Ben Donc, ouais, C'est puis même ouf quand même. en C'est ouf quand même. F3 et tout, est-ce qu'il y a des cracks allemands? Non, je Non, vois pas, hein. t'imagines quand même que t'es la nation qui a produit le plus de titres de champion du monde. Ah non, peut-être que les Anglais sont revenus du coup. Mais t'as quand même produit Michael Schumacher et Sébastien Vettel. Ouais. Et tu te dis, t'es pas capable d'avoir des pilotes en F3, F2. Enfin, c'est ouf quand même. les gars, Ouais, j'ai un crack allemand que personne n'en parle. Il est sous-coté de ouf. Il s'est fait virer de la F1 en 2017. Non, 16. Ah, Je c'est. parle de Pascal Wehrlein. Ouais, j'en Ça, étais c'est mon sûr. poulain. Je vais le défendre toute ma vie. Ah ouais? J'en ai rien à faire. Sauver Pascal Wehrlein de la F2, de la Non, F1. mais vraiment, Darwin, il est vraiment. sous-côté. Clairement sous-côté. Là, C'est vrai il que était Verlaine est fort, hein. sous-côté. Avec Il a Manor, quel il âge, était côté vraiment fort. Hein. Oui, Enfin, parfois, il faisait des belles perfs. Hein. Je sais oui, pas oui. si Avec tu peux Manor. demander si quelqu'un a son Avec âge. Manor, avec Van Dorn. Arrête Pardon. de foutre ma gueule de mon accent. Non, mais franchement, je vous jure que la line-up de Manor en deuxième partie de saison, la Ocon Wehrlein, c'est meilleur que la moitié des line-up de 2016, hein, je vous jure. Hein. Ah oui, Oui. je suis d'accord. Ouais. Oui. Meilleur que Latifi. Oh la balle perdue. Coup dur. Alors du coup, un peu sur cette, enfin, pour revenir un peu sur le partenariat global et l'entrée de Volkswagen au sein de la Formule 1, il y a deux questions moi, que je me pose. C'est petit 1, est-ce qu'on peut pas abroger la règle qui fait qu'on est obligé enfin, que le nouvel entrant est obligé de payer une pénalité auprès de toutes les équipes pour pouvoir rentrer, parce qu'en fait, ça permettrait juste à Volkswagen de venir et de mettre de l'argent sur la table et d'arriver, voilà, je crée une nouvelle équipe Volkswagen. T'imagines, tu mets meilleurs ingénieurs Audi, meilleurs ingénieurs Porsche ensemble. Mon Dieu, que tu fais un concurrent sérieux. Donc en plus, tu aurais 22 équipes, donc pas mal. 24, enfin pardon, tu aurais 11 équipes, peut-être 12 équipes si Andretti décide de créer la sienne. Et ma deuxième question, c'est un peu sur le partenariat Porsche-Red Bull qui a l'air quand même d'être bien scellé. Moi, j'ai un peu peur, et c'est Binotto qui avait fait la remarque, des partages de connaissances que vous pouvez faire. Parce que avec l'entrée de Porsche, qui quand même a des connaissances monstrueuses dans l'hybride avec les P1, vous allez du coup vous associer avec eux. Vous allez ramener tout le savoir-faire pendant ces 4 ans, tout le savoir-faire de Honda.
Qui dit aussi que du coup Audi va pas se mettre avec un motoriste différent de Honda de Honda, il y a de fortes chances même, vont probablement pas racheter AlphaTauri. Donc en fait, vous pouvez avoir, enfin Volkswagen en fait peut avoir des connaissances de deux motoristes différents, plus les connaissances qu'ils ont acquis eux en MP1, en fait créer une super puissance très 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 forte qui battrait tout le monde. Et moi en tant que tifosi et Ferrari, eh ben, ça me fait mal. J'aimerais avoir votre avis dessus. Est-ce que c'est quelque chose dont on doit avoir peur? Est-ce qu'on doit mettre des règles dessus, comme Binotto le suggérait? Ou est-ce qu'on dit, en fait, fuck it, c'est la Formule 1, les meilleurs gagnent et basta? Après, je commence du coup parce que je suis désolé, je suis désolé Lucas. Du coup, de ce que j'ai compris, Porsche et Audi, ce serait vraiment deux entités complètement distinctes ça appartient à Volkswagen, oui, mais c'est complètement distinct. Voilà, c'est pas les mêmes moteurs, c'est pas la même truc, tu vois. Donc déjà ça c'est un truc. Il y a aussi je sais pas si t'en as parlé, je me souviens plus. Il y a aussi un gros sujet, un gros problème pour les équipes existantes à part nous du coup, c'est les concessions faites à Volkswagen, enfin à Volkswagen et aux nouveaux motoristes parce que il y a la question comme est-ce qu'on considère RBPT comme un nouveau motoriste et du coup quand t'es nouveau motoriste ça te donne on te donne un peu plus d'argent, enfin t'as plus de budget, t'as plus de temps pour tester le moteur et tout, donc il y a ce problème là et à régler. Et j'ai vu que Ferrari, Renault et tout, ils étaient pas super chauds de l'alliance Red Bull Porsche parce que bah, du coup, comme tu as dit, c'est la connaissance Red Bull plus la connaissance Honda plus un peu de connaissance Mercedes grâce à RBPT plus la connaissance Volkswagen. En gros, ça peut faire super mal. Mais tant mieux pour nous, mais pas tant mieux pour les autres. Bah, pas tant mieux pour la Formule 1, mais en global, ouais. Dylan, tu voulais prendre la parole, vas-y. Ouais, je voulais revenir un petit peu. Enfin, la question, je me dis, c'est le move de Red Bull, je le trouve un peu. Enfin, ils étaient pas au courant, mais ils sont en train de vouloir créer leur propre moteur, ils sont en train de mettre en place, même s'il y a toujours Honda qui est là pour la maintenance de leur moteur, mais ils sont en train de vouloir créer leur moteur, etc. Et là, on parle au final, de peut-être faire une alliance avec Porsche, création des moteurs et autres. Donc, je sais pas si le move il est bien. Je pense que seul l'avenir nous le dira s'ils ont eu raison ou pas. Et après, moi, sur le fait est que c'est toujours les meilleurs qui gagnent en Formule 1. Bah, en fait, c'est le sport qui fait comme ça. Et je- pour moi, c'est nul de vouloir limiter les écuries qui sont puissantes parce qu'en fait, ils travaillent, ils développent des choses. On a vu dans les dernières années Mercedes qui était un peu aussi, bah, même Ferrari, hein, ils ont été aussi un peu embêtés par la FIA et par la Formule 1. Bon, après, On a... après, on va pas se mentir, on avait triché. On va pas se mentir. Oui, avec le moteur, oui. On va pas se mentir. En deuxième partie de saison, le moteur fonctionnait beaucoup moins bien qu'en première partie. Oui, oh, c'est un grand mot, tricher. Non, 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 On a franchement. joué avec. C'est un grand mot. Ça mettait une seconde à La Merco n'arrivait pas à dépasser avec son DRS, mais ça, c'est pas grave. C'est pas notre problème. C'est pas notre problème, ça. Il faut débraquer plus le rond. Mais, mais en fait, moi, ce que je trouvais dommage, vraiment, c'est que quand, par exemple, Mercedes a ramené le DAS, par exemple, qui est une invention incroyable, vraiment, quand on y pense, euh, et ben, au lieu de peut-être féliciter l'innovation et le fait d'avoir créé quelque chose de nouveau, et ben, au lieu de ça, ils l'ont totalement banni. Donc, parfois, c'est un peu dommage que la F1 essaye de court-circuiter les écuries à innover dans des nouvelles choses. Après, je peux juste répondre à ça parce que ça me tient à cœur parce que moi, Mercedes en 2020, quand ils ont sorti le DAS, j'étais pas bien, vraiment pas bien. En fait, la question c'est qu'est-ce qu'on veut comme F1 et qu'est-ce que c'est la F1 en fait? Est-ce que pour toi la F1 c'est d'abord l'innovation et le reste ça vient après, ou c'est d'abord un sport où lié, certes, il y a de l'innovation et de la technologie, où c'est un sport, mais nous, ce qu'on veut, c'est voir du spectacle, voir des batailles en piste, et pas voir une équipe qui met une seconde à tout le monde, parce que certes, ils ont innové, mais Ouais. voilà. Après, oui, je suis d'accord, bravo Mercedes, voilà, les mecs, ils ont inventé un truc de fou furieux, bravo, tu vois. Mais la question, c'est, quelle priorité on veut faire prendre à la F1, tu vois. Moi, je sais pas, mais par contre, je sais que quand Mercedes avait sorti le DAS, j'étais vraiment émerveillé, hein. Genre, j'étais là, wesh, mais ils sont sérieux, C'est enfin. incroyable. C'est Non, vraiment mais incroyable. comment, ouais, sérieux, enfin, Vraiment incroyable. comment c'est possible? Enfin, les mecs, je sais pas, incroyable. Du coup, Encore, je sais encore une fois, pas. il y a pas de juste milieu, c'est comme pour le DRS, Exactement. c'est tout ou rien. Mais perso, tu vois, même si Red Bull s'associe à Porsche, ben, je trouve que
c'est cool parce que ça ajoute du piment, tu vois. Et moi, je suis plus pour une F1 où c'est le recherche et le développement, quitte à ce que. Après, s'il y a une équipe qui met une seconde, bon, bah, c'est le jeu, ça fait mal. Mais comme on dit, merde, c'est l'équipe qui a le plus recherché et qui a le plus développé, quoi, c'est tout. Après, c'est aux Ouais. autres de se mettre à la hauteur. Moi, je suis pour une F1 qui. C'est le recherche et le développement, ça reste le summum du sport auto, en fait. Et du coup, si Red Bull s'associe à Porsche et qu'ils mettent une claque au niveau moteur, ben, il faut pas être dégoûté. C'est aux autres de chercher. Red Bull a été plus intelligent. Ils l'ont fait, ça marche. Tant mieux, c'est aux autres de se bouger. Ouais, Et puis j'ai toujours ça pourrait donner aussi lieu à d'autres alliances, justement. C'est Genre, ça. qui dit que, bah, imaginons, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais imaginons, en fait, on fait une association avec Audi et que Aston Martin Audi, c'est la combinaison des nouvelles infrastructures plus des connaissances d'Audi, bah, eux aussi, ils vont trouver quelque chose. Puis après, je Mais sais c'est pas, ça. ça pourrait donner, Ouais, je suis d'accord aussi. Hein. même si Red Bull Porsche ça marche, ben après c'est aux autres de se bouger. Et Ouais. c'est la bonne pioche pour eux. Certes, je suis pour Mercedes, mais pour moi, ça doit rester le summum du sport. Certes, on n'est pas devant, mais s'il y a une équipe qui met une seconde, ben, c'est aux autres de se bouger. C'est aux autres de chercher et trouver le petit truc qui fera la Je vie. suis assez d'accord, mais je pense que là, on voit le truc, on voit le problème un peu d'un d'œil de fan, enfin, avec la vision de fan en prétextant la pureté de la Formule 1, etc. Mais faut oublier que derrière, il y a des gros sous en jeu et que ça se passe pas de la même manière. Tu vois, par exemple, je pense que Ferrari et Renault, ils ont mis beaucoup d'argent. Ils vont bien utiliser leur droit de veto d'équipe historique pour empêcher des transferts d'informations trop importants. En fait, tu vois, si je peux réagir sur ça, en fait, moi je pars du principe, le fait que, tu vois, pour moi, la F1, c'est l'endroit où les plus grands constructeurs s'affrontent, tu vois. Et ne pas avoir le groupe Volkswagen dedans, bah, en fait, c'est bien de l'avoir dedans, parce que, tu vois, moi je pars du principe que c'est les grands constructeurs qui s'affrontent, c'est la course automobile, c'est la recherche de la technologie, etc. Après, évidemment, l'entrée de Volkswagen ne doit pas se faire comme ça, en mode YOLO, j'arrive, je prends tout, je gagne tout. Non, il y a des règles, il y a des tout, il y a des contrats à signer, il y a bien des trucs, des spécifications, etc. Mais pour l'image de la F1, moi je pense que c'est une bonne chose parce que c'est un grand constructeur qui arrive en Formule 1, parce que la F1 se dirige enfin vers la bonne direction qui est celle où il y a tous les grands constructeurs qui s'affrontent. Donc, rien que pour ça, ça peut booster vraiment l'image de la F1 et c'est pourquoi l'arrivée d'un groupe comme Volkswagen peut être plus positif que négatif pour la Formule 1. Après, évidemment, ça va être un gros adversaire pour nous, c'est sûr. Là, on parle quand même d'un sacré groupe. Mais voilà, je trouve qu'en termes d'image et même de challenge, c'est quelque chose de positif, tu vois. Ah, c'est sûr que l'arrivée d'un groupe comme Volkswagen, ça va resserrer vraiment le pack. Si t'imagines si une équipe comme Williams profite de ce partenariat-là, enfin, c'est incroyable. Hein. Moi, ça me ferait un peu mal à mon cœur de puriste parce que Williams, pour moi, tu vois, ce sont les garagistes Williams. C'est ceux Ouais, qui bien faisaient, sûr. voilà. Mais me dire que revoir Williams devant, mon Dieu, que ça me ferait plaisir, quoi. Moi, je serais vraiment content. Après, il y a ça Oh. aussi. Il y a le fait que après l'annonce de Honda, donc comme quoi ils quittaient la F1, on se retrouve avec 3 motoristes, donc Mercedes, Ferrari et Renault. Et il fallait, enfin, même pour la F1 et pour l'image et la compétitivité, pardon, de la F1, il fallait d'autres motoristes. Donc déjà rien que pour ça, le fait d'avoir 2 motoristes en plus, certes du même groupe, c'est positif. Puis voilà, il y a aussi le fait on voit Mercedes, même, moi, je suis désolé Mercedes, je force avec vous, mais c'est la rivalité, tu vois. On voit Mercedes même cette année ou l'année dernière et tout, quand t'as 4 équipes qui ont le même moteur, politiquement, tu pèses bien plus que Renault, par exemple, avec son seul moteur et sa seule équipe. Donc, c'est bien aussi de rééquilibrer, de rebalancer l'équilibre moteur et l'équilibre politique un peu de la F1. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Alex, tu voulais prendre la parole Non, non. Ah, d'accord. Pardon. Je t'ai vu parler tout à l'heure et je me suis dit que tu voulais parler. Écoutez, ça fait 1 heure de Space. Je sais pas si vous avez des choses à ajouter avant qu'on conclue et qu'on se donne rendez-vous à Miami. Et bien, sur ce fail de Williams France, merci beaucoup Alec, c'est la fin de ce podcast. Un grand merci à Dylan et à Louis d'Undercut TV. Ce fut un plaisir de vous avoir sur ce space. Vous avez pu vous en rendre compte, l'esprit du règlement W26 met à peu près tout le monde d'accord. En revanche, les arrivées de Porsche et d'Audi font beaucoup jaser. Qui va vendre son équipe à Audi ?
comment ces deux constructeurs du groupe Volkswagen vont-ils s'entendre? Et Scody n'aurait-il pas plus intérêt à créer sa propre équipe? Ce qui est sûr, c'est que nous en reparlerons quand nous aurons plus d'informations à vous partager. Merci beaucoup pour votre fidélité et n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et au compte F1 Team FR. Nous partageons notre passion pour la Formule 1 et pour nos écuries respectives, sans aucune langue de bois, et en vous donnant toutes les dernières informations. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode du Sprint, et très bon Grand Prix de Miami à tous.